Vous suivez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal Tenemba Mounikata. La deuxième édition de Mali Actualité, bienvenue. Le rôle des femmes dans les rites funéraires selon les religions et comment les femmes font face au décès, c'est le dossier de cette édition sous la signature de Koumba Sissako. La chronique hebdomadaire de l'environnement avec Agibou Koulibaly qui revient sur le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Enfin, sport, une page variée qui sera animée par Adjou Matina. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Lancement officiel hier des travaux de curage des collecteurs du district de Bamako. L'opération démarrée sous l'égide du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Le constat a été fait au niveau des cours d'eau du Woyoyanko, de Nyamakoro et de Balasoko au quartier sans fil. La visite des terrains du ministre de l'Assainissement avait pour but de s'assurer que les travaux de curage se font normalement afin de prendre les dispositions pour éviter des cas d'inondation. Le coût total de l'opération est de 546 960 829 francs CFA. Agibou Koulibaly. Ce lancement du curage des collecteurs par le ministre en charge de l'environnement entre dans le cadre de ses efforts continus pour promouvoir la préservation de l'environnement et l'hygiène publique. Yacouba Niaré, riverain au pont tordu à Nyamakoro. Je réside dans les lits du Marigot il y a très longtemps. Je n'ai pas d'autre solution. C'est pourquoi je suis encore ici. Je suis très satisfait de ce curage initié par les autorités de la transition. Sambou Fofana, riveraine au pont tordu de Nyamakoro. Ici, nous ne pouvons que remercier les autorités de la transition. Nous sommes très contentes pour ce curage à Nyamakoro. Le ministre de l'Environnement s'est joint aux équipes de nettoyage pour sensibiliser la population sur l'importance de maintenir les collecteurs propres. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Malgré tout ce que nous on peut faire comme travail technique, il y a des comportements inappropriés qui font que les populations, en tout cas, sont en risque. Nous voyons cette situation un peu partout. Les servitudes des collecteurs sont occupées par certaines populations. Et là, c'est des comportements à bannir, c'est des comportements à proscrire. Parce qu'en cas de crue, c'est ces servitudes-là d'abord qui sont envahies par les eaux. Et tous ceux qui sont autour de ces servitudes s'exposent à des inondations. Avec l'utilisation des machines lourdes, les collecteurs ont été débarrassés des déchets et des obstacles, contribuant ainsi à réduire les risques d'inondation et à améliorer la qualité de vie des riverains. L'école du maintien de la paix à Lune Blondombey et les cabinets SN participent à la gestion et à la prévention des conflits communautaires. Ils organisent un atelier de 5 jours à l'intention de plusieurs responsables locaux et ceux des forces de défense et de sécurité. La formation vise la constitution d'un vivier de femmes et d'hommes, vecteurs du changement dans le domaine de la gestion et la prévention des conflits. Idrissa Keita. Prévention et gestion des conflits communautaires PGCC, le sujet est au centre d'une session de formation qui regroupe plus d'une cinquantaine de participants répartis entre 2 sessions. Ces participants sont venus des communes de Mopti, Fakala, Sio, Nassanari et Djéné. Colonel Abel Poudjoukou, formateur. Renforcer les capacités des élus, des organisations de la société civile, des mouvements signataires de l'accord, des forces de défense et de sécurité sur la prévention et la gestion des conflits communautaires en vue de garantir l'efficacité des mécanismes locaux de prévention et de résolution des conflits. Moussa Doumbia, directeur régional de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Mopti. La participation des femmes à tout processus de développement est une exigence démocratique si l'on tient compte de la place prépondérante que la culture africaine en général réserve aux femmes dans le développement socio-économique. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFEVEC. Un projet exécuté par l'école de maintien de la paix à Lune Blondombey
et les cabinets SN. Abdoulaye Dakatera, conseiller au gouvernorat de Mopti. Chaque fois qu'il y a des difficultés à se comprendre autour d'une chose, on peut considérer cela comme étant un conflit. C'est en cela que les techniques que nous apprenons avec l'école de maintien de la paix et ses partenaires nous permettent de désamorcer chaque type de difficulté. Durant 5 jours, les participants seront outillés sur la notion des conflits, les attitudes à adopter face aux conflits, entre autres. Cette initiative de renforcement des capacités a été rendue possible grâce au soutien financier de l'ambassade de Norvège au Mali. Mopti, Idrissa Keïta et Amidou Guindo pour l'ORTM. Femmes et rites funéraires selon la religion, c'est le sujet de notre dossier. L'islam, religion majoritaire au Mali, ne met pas les femmes au centre de l'organisation du rite funéraire. Cela n'est cependant pas une exhortation du Saint-Coran. Certains érudits expliquent les faits par l'émotivité de la jeune féminine face aux situations tragiques. Par contre, dans la religion chrétienne, les femmes assistent par exemple à l'enterrement au cimetière. Le rôle des femmes dans les rites funéraires et leur façon de gérer l'émotion lors des décès, c'est dans les dossiers de Kumba Sissako. Perdre un être cher est plus difficile et l'accompagner à sa dernière demeure, c'est encore plus. Dans la société malienne, ce n'est pas ordinaire de voir les femmes se rendre au cimetière pour l'enterrement. Mais Kadia Berté, ménagère, a une fois participé à un enterrement. Je me suis rendue une seule fois au cimetière pour l'enterrement d'un voisin chrétien. Je l'ai fait car se rendre aux funérailles permet d'apporter son soutien aux personnes proches du défunt. Mais la nuit, je n'ai pas fermé l'œil. Si Kadia Berté n'est pas prête à renouveler cette expérience, Marceline Tera en est une habituée. Pour cette fidèle catholique, avec la foi, les émotions deviennent faciles à contenir. Une femme peut se rendre au cimetière pour assister à l'enterrement. Chez nous, il n'y a pas de crime. On va à l'enterrement comme les hommes. Parce que chez nous, on suit le Christ avec sa résurrection. Donc, ce sont les femmes qui l'ont suivi durant sa souffrance jusqu'à sa mort. Si certaines se rendent au cimetière pour assister à l'inhumation, en revanche, d'autres préfèrent être chez le défunt ou la défunte pour faire des bénédictions. C'est le cas pour Mastankone, sage-femme à la retraite. Je ne me suis jamais rendue au cimetière pour l'enterrement. Les hommes n'admettent pas que les femmes s'y rendent et on n'a pas hérité de cette pratique de nos grands-parents. Pourtant, dans le passé, les femmes participaient aux funérailles et exécutaient plusieurs tâches précises, selon Yaya Koulibaly. Pour ces traditionalistes, ces femmes n'étaient pas choisies au hasard. Avant toutes les religions, les femmes jouaient un rôle extrêmement important dans le domaine des funérailles et elles avaient une présence massive, une présence remarquée et une présence très codifiée. Et il y avait une sélection de 12 femmes, la plus vieille femme de la famille qui avait dépassé 10 à 20 ans de ménopause, alors qui est suivie du moins âgée. Et la jeune femme mariée, ensuite une jeune fille qui est prête à rejoindre son mari, et ensuite une petite fille vierge. Celle-ci prenait en ce moment-là des paniers de seaux d'eau, des calebasses neuves qu'elle ramassait donc au cimetière et le déposait l'endroit où on doit entrer. Et la plus vieille femme alors prenait puiseur qu'on appelle le dangaflé, qui déversait l'eau en disant ben voilà, donc ça voudrait bien dire que le défunt ne va plus boire cette terre et c'est fini, donc il a son apogée, il a rejoint le rang des ancêtres. Et une fois que le défunt était enterré, donc elle écrasait les calebasses donc, qui ont servi à porter de l'eau et elle faisait le tour en chantant les chansons funéraires. La présence des femmes au cimetière pour l'enterrement n'est pas souhaitée selon la religion musulmane pour des raisons protectrices, selon Racine Diaye, islamologue. Il est fortement blâmable aux femmes de se rendre au cimetière pour assister à l'enterrement. Pour beaucoup aussi, c'est carrément une interdiction haram. Donc, vraiment, les avis concordent. En cas de décès, ce qui est recommandé surtout aux femmes, c'est de rester à la maison, faire des invocations, parce que la finalité, c'est ça. Après, elle peut passer pour présenter ses condoléances à la famille, de ne pas se mêler, surtout au cortège funèbre pour aller au cimetière.
Par contre, la religion chrétienne ne voit aucun inconvénient à la présence des femmes au cimetière lors de l'enterrement. Robert Sangaré est pasteur. C'est dans la tradition juive que les femmes chrétiennes accompagnent la dépouille. Il n'y a pas d'impact, ça n'a pas d'effet, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a rien. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais ça fait partie de la tradition. Selon les sociologues Mustafa Kirakouya, il n'est pas prohibé que les femmes participent aux obsèques, mais tout dépend de leur sensibilité. La femme peut aller suivre les obsèques si elle sait, en âme et en conscience, que cela ne va pas répercuter sur justement son émotion et sur sa personne. Souvent, il y a ces images-là qui restent calquées dans la mémoire et souvent, les femmes ont du mal à refouler cela. Donc, ça peut justement jouer sur la psychologie de la femme, de même que sur la psychologie des enfants. Qu'elles soient choisies ou non au cimetière pour l'enterrement, les femmes ne peuvent rester en marge de cette cérémonie, car la mort n'épargne personne. 13h11 à Bamako, au Niger, 17 morts et 20 blessés. C'est le bilan d'une attaque terroriste qui a eu lieu à Koudougou, à la frontière Mali-Niger. L'information a été donnée hier par le ministère de la Défense dans un communiqué gouvernemental. Toujours au Niger, le premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeyn a rendu visite hier au président tchadien Mahamad Idriss Déby Itno. Cette visite rentre dans le cadre du remerciement au président tchadien pour son soutien à son homologue nigérien. La rencontre rentre également dans le cadre du travail entre ces deux pays. Au Ghana, une réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO est prévue demain dans la capitale. L'objectif de la rencontre est d'évoquer une possible intervention armée au Niger pour rétablir le président renversé Mohamed Bazoum. Cette réunion, initialement prévue le 12 août, avait été repoussée et se déroulera finalement les 17 et 18 août, selon une source au sein de la CEDEAO. Elle se tient une semaine après la décision de l'organisation sous-régionale de déployer une force en attente pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Aux États-Unis, plus de 100 morts et d'importants dégâts matériels selon le dernier bilan de l'incendie qui a ravagé les îles Hawaï. L'annonce a été faite hier par les autorités américaines. Elles ont également souligné que les bilans pourraient s'alourdir dans les jours à venir. Bonjour Ali Matina, bienvenue. Bonjour Tenemba Monikata. Basketball, le Mali réussit son entrée au tournoi qualificatif olympique au Nigeria. Oui, présent au Nigeria pour le tournoi des qualifications pré-olympiques pour les Jeux olympiques Paris 2024. L'équipe nationale senior masculine de basketball a fait son premier match hier et c'était face au Nigeria. À l'arrivée, les basketteurs maliens vont renverser les Nigérians en s'imposant 77-68. La deuxième sortie du Mali dans son groupe est prévue demain jeudi et ce sera contre le Sénégal. La Coupe d'Afrique dames de volleyball débute aujourd'hui au Cameroun et le Mali est déjà sur place. Oui, l'équipe nationale senior dames de volleyball est arrivée hier au Cameroun pour participer à la CAN de volleyball senior dames qui commence aujourd'hui. Le Mali jouera dans le groupe A en compagnie du Cameroun, de l'Égypte, du Burundi, du Nigeria et de l'Algérie. Le groupe B, lui, est composé du Kenya, du Maroc, du Burkina Faso, du Rwanda, de l'Ouganda et du Lesotho. La compétition démarre aujourd'hui et le match d'ouverture opposera le Cameroun au Burundi. Ce sera au Palais des Sports de Yaoundé. Le Mali, pour sa première sortie, sera face au Nigeria. Football, Super Coupe, colonel Assimi Goïta, président de la transition. L'édition 2023 démarre vendredi prochain. Oui, cette édition 2023 donnera son coup d'envoi dans quelques jours et ce jusqu'au 16 septembre à Koulikoro. Les préparatifs vont bon train, le tirage au sort et la remise des maillots aux différentes formations ont été effectués. Les détails avec Abdulkarim Kaba. 12 formations des ligues régionales, plus le district de Bamako et les formations des institutions, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et le CNT, sont les équipes qui vont disputer la Supercoupe colonel Assimi Goïta, président de la transition. Cette année, la Supercoupe colonel Assimi Goïta aura lieu à Koulikoro du 18 août au 16 septembre. Le thème retenu est
sport comme facteur de paix et de cohésion sociale pour une refondation de l'État. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. L'institution de cette Supercoupe vise à magnifier les actions louables de son Excellence le colonel Assimi Goïta et par la même occasion exprimer l'adhésion de tous les acteurs et du mouvement sportif national à ses idéaux de refondation du pays. Ce rendez-vous de la jeunesse malienne a pour but de favoriser la cohésion entre les jeunes du Mali. Agibou Dambélé, conseiller spécial du président de la transition. Les objectifs visés par cette édition sont de parvenir à l'amélioration du niveau de compétitivité des athlètes, impliquer davantage toutes les couches socio-culturelles de notre pays afin de réaliser une plus grande inclusivité. Déjà dans la capitale du Méguétan, les autorités ainsi que la population sont à pied d'œuvre pour la réussite de l'événement. Colonel Lamine Kampori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. On vient de finir avec la Biennale. Ça, c'est aussi un événement majeur qui va se vivre pendant un mois. Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Le message que j'ai à lancer à l'endroit de la population, c'est de sortir comme elle a toujours fait. À noter qu'il y aura 2 poules de 6 équipes de part et d'autre. Et le match inaugural opposera Koulikoro à la présidence de la République. Coupe du monde féminine, l'affiche de la finale est désormais connue. Oui, cette finale mettra aux prises l'Angleterre et l'Espagne. Si hier, en première demi-finale, l'Espagne avait battu 2-1 la Suède et disputera sa première finale de Coupe du monde. La deuxième demi-finale, quant à elle, s'est jouée ce matin et a vu la victoire de l'Angleterre 3-1 face à l'Australie, championne d'Europe en titre. L'Angleterre croisera en finale l'Espagne. La Supercoupe d'Europe se joue ce soir. Oui, le premier trophée pour la nouvelle saison en Europe sera en jeu ce soir à la faveur de la Supercoupe d'Europe qui oppose le vainqueur de la Ligue des champions Manchester City et le vainqueur de l'Europa League, le FC Séville. Auteur d'un triplé historique, la saison écoulée, Manchester City sera privé ce soir de son maître à jouer, le Belge Kevin De Bruyne, blessé. La rencontre se jouera au stade Karakiskis en Grèce, l'entrée de l'Olympiakos, le Pirée. Le coup d'envoi est prévu à 19h. Lionel Messi et son club Inter Miami se qualifient pour la finale de la Coupe de la Ligue. La victoire à 4-1 hier soir face à Philadelphia Union permet à l'Inter Miami de se qualifier pour la Ligue Cup et pour la Coupe des champions de la CONCACAF. Buteur hier soir, Lionel Messi est déjà à 9 buts en 6 matchs avec Inter Miami. En si peu de temps, l'impact de Lionel Messi sur le football américain s'est fait déjà sentir. Merci Aridu Matina pour cette page. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement d'aujourd'hui s'intéresse en rediffusion au projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Il cible les populations vulnérables. Son action vise à améliorer les services hydrométéorologiques et réduire la vulnérabilité des populations face au changement climatique. Agibou Koulibaly. De nos jours, le Mali est exposé au changement climatique. Les grands phénomènes climatiques qui perturbent les activités économiques dans les régions sont de plusieurs ordres. La nature aléatoire de la pluviométrie s'explique par l'irrégularité des pluies, la longueur irrégulière de l'hivernage et la répartition irrégulière des pluies dans l'espace. C'est ainsi que le projet de renforcement de la résilience climatique au Mali vise à améliorer la fourniture et l'accès aux services hydrométéorologiques, d'alerte précoce et d'intervention d'urgence du pays. Mamadou Adama Diallo, coordinateur du cadre national des services climatiques à Mali Météo. Nos services sont multiples. Nous faisons des prévisions météorologiques pour la protection des personnes et des biens et pour la protection des usagers du fleuve. Et nous produisons des statistiques qui sont utilisées dans les domaines de BTP pour l'estimation des énergies. C'est-à-dire on a un ensemble d'informations et de statistiques qui sont utilisées pour la prospection et pour la planification et même l'exploitation des ouvrages. Keita Aïdambo, ancienne ministre de l'Environnement,
présidente du réseau Energia Mali. Au niveau mondial, nous vivons beaucoup de péripéties. Les questions climatiques occupent et préoccupent beaucoup de monde. Mais les communautés et les collectivités sont en train de s'organiser pour une bonne résilience. Et résilience, c'est quoi? Connaître le problème et s'attaquer à la cause. Et s'attaquer, prendre les précautions qu'il faut pour ne pas trop subir les conséquences. Et je crois que de façon générale, au niveau du Mali, il y a beaucoup de compréhension qui commence à se faire par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. L'une des composantes du projet est d'améliorer les systèmes de collecte et de transmission des données de prévision et d'aide à la décision. Lieutenant-colonel Cheikh Fantamadi Kone, coordinateur du projet de renforcement de la résilience climatique au Mali. Le projet va bénéficier directement à 2,7 millions de Maliens à travers l'alerte précoce, la remontée des informations, la diminution du délai d'intervention en cas de catastrophe à travers une plateforme que nous avons développée et qui est vraiment opérationnelle déjà, qu'on appelle SOS Sécurité, à travers l'augmentation de la fiabilité des données ou des informations du Mali, météo et de la DNH, mais aussi à travers les capacités opérationnelles des éléments de la protection civile. Et c'est un projet qui est financé par 3 bailleurs principaux, le Fonds vert pour le climat pour un montant de 22,75 millions de dollars, la Banque mondiale IDA pour 8,25 millions de dollars et pour le gouvernement du Mali 2 millions de dollars en nature. Il intéresse globalement 4 structures au niveau national. Il s'agit de l'Agence Mali Météo, Direction nationale de l'hydraulique, du système d'alerte précoce et de la Direction générale de la protection civile. Ahmed Sekou Diallo, directeur exécutif de l'ONG AFAD. Les problèmes sont les problèmes réels que nous vivons. C'est les problèmes de dégradation des terres, c'est les inondations, c'est vraiment l'insécurité, c'est les problèmes de sécurité alimentaire. À terme, il s'agit d'apporter des approches et technologies innovantes et résilientes au changement climatique en faveur des paysans pour renforcer et sécuriser la production de systèmes locaux de moyens d'existence face aux impacts climatiques. Le projet couvre les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal et le district de Bamako. Merci Agibou Koulibaly. Fin de cette édition. Présentation Teneba Monikata, mise en onde assurée par Alimata Ouattara, réalisation Adam Maïga, mise en ligne par Sekou Traoré, coordination générale Ousmane Dao. Merci à vous de nous avoir suivis.